Non mais ça va être carte blanche pour chasser les loups, là. Comment ça, c'était pas genre une espèce protégée? C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, ouais. Et le rapport avec Pokémon, en fait, c'est quoi? Bah, y a bien un Pokémon loup qui existe, non? Salut les dresseurs! Et bienvenue pour cet épisode de Culture Poké. Aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon loup. On va parler de... Bah de qui en fait? Ben justement, c'est un peu le problème. Je fais le tour là et franchement, bah j'en vois pas. Première gène, y a rien. Deuxième gène non plus. Ah, si! Attends, ça y est. En 7ème génération, là, il y en a un. Loup-Garok. Attends, c'est tout? Tu vas me faire croire qu'un animal aussi populaire que le loup n'a pas d'équivalent dans Pokémon? Tu vas me faire croire qu'avec la tripotée de Pokémon chiens qu'on a à chaque version, il y a un seul Pokémon loup? Ouais, le Pokémon chien, il faudra en parler un jour aussi. Sinon, ouais, bah je peux te proposer Lucario, mais bon. Même si son nom, il a une étymologie commune avec le loup, franchement, Lucario, c'est Anubis, et c'est plutôt un chien ou un chacal qu'un loup, donc bah il reste Loup-Garok, quoi. Bon, ok. Loup-Garok est donc un Pokémon de la 7ème génération, il est l'évolution de Rokabo, qui représente littéralement un chien de pierre. Il est donc également de type roche. La 7ème génération, c'est Pokémon Soleil et Lune, et Loup-Garok bénéficie d'une spécificité de cet opus, puisque selon la version choisie, il évoluera de deux manières différentes. Dans la version Soleil, on le retrouve sous la forme d'un loup, alors qu'il ressemble à un loup-garou dans l'autre version. Avec Ultra Soleil et Ultra Lune, il y a même une troisième version qui apparaît, avec la forme crépusculaire, un mélange des deux précédentes. Loup-Garok porte le numéro 104 du Pokédex d'Alola, mais c'est aussi le 745e Pokémon, toute génération confondue. Enfin, si on s'intéresse à l'étymologie du nom, c'est extrêmement simple. Loup-Garok, c'est la contraction de loup-garou et de roc, en référence à son type. C'est simple, mais efficace. Ah, c'est le moment où tu vas nous faire tout un laïus sur le loup-garou, là. Possible. Tout le monde connaît le loup-garou, y a pas d'embrouille. Pour le devenir, il faut être mordu par un loup-garou, un bon hurlement des familles pour le public, transformation, cri de rage de profil avec une pleine lune beaucoup trop grande pour être vrai enfant, puis il disparaît dans les ténèbres, prêt à bondir sur le premier piéton innocent à portée de gueule, et c'est souvent la star de l'équipe de foot américain en chemin pour aller retrouver la nana qui a des lunettes et les cheveux attachés au début du film, puis elle se le détache, et puis ensuite... Wow, ça va? Faut que j'appelle le 15 ou tu comptes te ressaisir? Ouais, pardon, je m'égare, mais ce film-là, on l'a tous vu à un moment ou un autre de notre vie, non? Certes, mais c'est pas le sujet. Les loups-garous, tu te rappelles? Ah oui, bon, déjà, première question. Pourquoi Garou? Non, pas lui, non. Ben, j'y répondrai pas vraiment, parce qu'il y a plusieurs avis différents, personne n'est vraiment d'accord, on sait pas, et la vidéo, elle va pas non plus durer 2 heures. Par contre, on sait à peu près d'où la légende du loup-garou vient, même si ça reste toujours un peu nébuleux. Si on assimile le loup-garou à la simple transformation d'un homme en loup, ça existe depuis très longtemps. Par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, il est fait mention d'un berger transformé en loup par Ishtar, qui veut pécho Gilgamesh, mais qui lui explique que lui, il veut pas, parce que quand même, franchement, transformer des gens en loup, c'est pas ouf. Et Gilgamesh, c'est vieux. Vieux comme toi? Pas loin. Vieux, genre 18e siècle avant Jésus-Christ. À titre indicatif, il y a autant d'écart entre l'époque grecque et Gilgamesh qu'entre nous deux en train de faire cette vidéo et le couronnement de Charlemagne. Après, des histoires similaires, on en retrouve dans la mythologie grecque, avec le roi Lycaon qui s'est retrouvé transformé en loup parce qu'il a donné à manger de la chair humaine à Zeus. Et Zeus, il est connu pour sa générosité, il a donc foudroyé les 50 fils de Lycaon et a transformé le père en loup. Ah, sacré Zeus, toujours là pour résoudre les problèmes avec philosophie. N'est-ce pas? D'ailleurs, le terme lycanthropie, il vient de cette histoire, et la lycanthropie, c'est la faculté de se transformer en loup, que ce soit volontaire, Twilight, ou non. Au passage, la morsure de loup-garou, c'est un truc très récent, très cinéma hollywoodien, comme l'explique Ian Woodward dans son livre The Werewolf Delusion. À part en quelques occasions, les victimes étaient laissées dans un état loin d'être assez bon pour qu'ils deviennent eux-mêmes des loups-garous. Et la transformation en un homme des cavernes glorifié, ça aussi c'est le cinéma, parce que dans les différents folklores, on reste très sobre. Les membres humains deviennent des pattes, les poils poussent, et il reste seulement les yeux, qui donnent toujours cet aspect humain parce que les yeux, dans beaucoup de croyances, ça reste le miroir de l'âme. Donc en fait, la transformation en créature monstrueuse, elle est très récente, et un loup-garou, c'est pas vraiment ça? Bah ouais, c'était pas assez dramatique, du coup Hollywood en a fait quelque chose qui claque. Historiquement, les loups-garous, c'est un humain qui se transforme en loup, et c'est tout. Ah bah voilà, on y vient. Moi, j'aime bien les loups. C'était un peu mon animal fétiche quand j'étais petite. Et du coup, les loups, il y en a beaucoup, et il y en a partout. Son nom scientifique, c'est Canis lupus. C'est un mammifère carnivore, très adaptable, ressemblant à un chien. D'ailleurs, le chien descend du loup. Comment ça, adaptable? Genre, il change de personnalité en fonction de son interlocuteur? Bah non. C'est juste qu'il est pas très difficile, il supporte le chaud, le froid, il mange un peu tout ce qu'il trouve. Du coup, historiquement, il s'est établi sur presque tous les continents. Il en résulte une multitude de sous-espèces. Loup arctique, loup du Canada, loup ibérique, loup italien, loup gris commun, pour n'en citer que quelques-unes. Et le loup est présent en France, bien sûr. Il y fait son retour depuis les années 90 après une éradication ayant mené à 50 ans d'absence. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 1000 individus, mais ça, on en reparlera aussi. Ce sont des loups gris de souche italienne qui ont traversé les Alpes pour venir s'établir chez nous. Et du coup, les loups italiens, ils s'adaptent bien? Ah bah, plutôt très bien même. Pour te la faire courte, ce sont des animaux sociaux qui vivent en meute et qui s'adaptent à peu près à tous les environnements,
du moment qu'il y a à manger. En France, les meutes elles sont composées de 3 à 7 loups sans compter les louveteaux de l'année. Ils sont territoriaux et défendent un domaine vital de 100 à 400 km², ce qu'on peut comparer à environ une cinquantaine de terrains de foot. Chaque meute est structurée autour d'un couple dominant qu'on appelait historiquement le couple alpha. Il est le seul à se reproduire une fois par an. La portée compte de 2 à 7 louveteaux. Malheureusement, il est rare que toute la portée survive. On estime que 40% des jeunes ne survivent pas à leur première année. 40%? Mais c'est beaucoup, non? Et malgré ça, ils arrivent à survivre en tant qu'espèce et à se propager. Oui, et pour le comprendre, il faut qu'on retrace la vie de la meute sur une année. L'hiver, les liens sociaux sont forts. Le groupe reste soudé pour passer la mauvaise saison. Puis, avec février, arrive la période du rut. Là, les hormones bouillonnent et il y a des tensions dans la meute pour savoir qui prendra la tête de la hiérarchie et pourra se reproduire. La meute se restructure, la hiérarchie change, et certains individus quittent même la meute. On appelle ce phénomène la dispersion. Une fois le printemps arrivé, les tensions redescendent. C'est la période de gestation et de mise bas pour la femelle dominante qui reste en général dans une tanière. La tanière peut changer d'une année à l'autre, voire au cours de la même saison si la femelle estime qu'elle n'est pas en sécurité. En parallèle, si un individu en dispersion trouve un individu solitaire du sexe opposé, une nouvelle meute peut se former. Et revenons-en à la meute d'origine. Au cœur de l'été, les jeunes sont assez grands pour quitter la tanière, c'est le début de la période d'intégration. Ils explorent les environs. À ce moment-là, ils participent pas encore à la chasse. Les adultes leur ramènent régulièrement de la nourriture au niveau de ce qu'on appelle des sites de rendez-vous. C'est fin août que les choses se gâtent. Les jeunes commencent à chasser et ont des besoins alimentaires de plus en plus importants. C'est une nouvelle période de forte tension qui peut de nouveau mener à la dispersion de certains individus. Mais la dispersion, c'est quoi? C'est juste quand un loup il se fait têche et il va voir ailleurs? En gros, oui, c'est ça. C'est un mécanisme super important dans la vie des loups. Il limite la taille des meutes vu que des individus la quittent tous les ans. En plus, il permet la formation de nouveaux groupes, la colonisation de nouveaux endroits et un brassage génétique, puisque les deux individus qui se rencontrent quand ils sont en dispersion ne viennent en général pas de la même meute. On évite ainsi des problèmes de consanguinité. Les loups peuvent parcourir de très grandes distances pendant cette phase, plusieurs centaines de kilomètres. On a déjà observé un individu en Bretagne, alors que les meutes françaises sont actuellement installées principalement dans les Alpes, la façade est du Massif central et dans le Jura. T'as parlé de bouffe à un moment avec le nourrissage des jeunes. Ça mange quoi un loup à part la grand-mère du petit chaperon rouge? Bah globalement le loup c'est un animal opportuniste, mais il mange principalement des ongulés sauvages. Les ongulés c'est les cerfs, les chevreuils, les chamois, le sanglier, mais le loup peut aussi attraper des lièvres ou des marmottes. Il chasse aussi des animaux domestiques, moutons, chèvres, voire des jeunes vaches ou des chevaux. C'est d'ailleurs une grosse problématique aujourd'hui dans les secteurs où le loup est très présent, notamment dans les Alpes, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. En lien avec son caractère de grand prédateur et les dégâts qu'il peut faire sur les troupeaux, le loup a toujours été très présent dans l'imaginaire collectif, souvent perçu comme une bête sanguinaire, prédateur avide de sang, mais pas toujours. Effectivement, le loup il est présent depuis des siècles dans des mythes et légendes du monde entier. On en a parlé avec Gilgamesh, mais un des premiers mythes liés au loup, c'est la fondation de Rome par Rémus et Romulus, élevé par une louve sur la colline du Palatin. Je précise que c'est un mythe, évidemment. Puis vu que le loup est présent dans la mythologie, il prend une place certaine dans les croyances populaires. Et ici, c'est notre ami Pline qui en parle le mieux. C'est le moment Pline la merde. De tous les présages, le plus favorable est de voir son chemin coupé à droite par un loup ayant la gueule pleine. C'était le moment Pline la merde. Attends, Pline a dit un truc plutôt positif et pas trop déconnant. Enfin, bon, c'est toujours basé sur rien, mais franchement, il y a du mieux là. Un grand homme finalement. Un autre loup très connu de la mythologie, c'est Fenrir, dans la mythologie nordique, qui doit tout simplement détruire le monde comme ça, pouf, à la cool. C'est le fils de Loki, la ressemblance est frappante d'ailleurs, et le frère du serpent Jormungandr. Mais si là, vous savez le gros truc là dans God of War, tu vois pas? Bah vu la centaine d'heures que j'ai passé sur le jeu, si je vois. Pour le coup, God of War fait partie de ces jeux qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, que ce soit sur la mythologie grecque ou les mythes nordiques. Oui, et il y a aussi Odin, le Zeus viking, qui a deux loups de compagnie, Geri et Freki. Les Grecs, les Vikings, c'est pas tout. T'es prête? Dans la mythologie grecque, où Leto, transformé en loup par Zeus, donna ensuite naissance à Apollon et Artémis. Chez les Mongols, où Genghis Khan a pour père un loup. Chez les Skidi, un groupe amérindien, on raconte que le premier animal mort est un loup, ce qui fait du hurlement du loup un présage de mort. Dans la mythologie indienne, Krishna a transformé ses cheveux en centaines de loups parce que c'était le seul moyen de convaincre ses adeptes bergers de changer de forêt. En japonais, Okami veut, selon l'écriture, signifier loup ou grande divinité. Même dans le folklore français, on retrouve avec la bête du Gévaudan. Du coup, il est partout sauf dans Pokémon quoi. Bah ouais, et j'arrive pas du tout à l'expliquer. Puis au-delà de l'aspect culturel, le loup, ça représente aussi quelque chose de philosophique, il a une image forte. Le loup, c'est l'animal sauvage par excellence, celui qu'on peut pas dompter, celui qui est libre, indépendant, fort, le chasseur ultime. En gros, c'est l'image du mâle alpha, malgré toutes les précautions qu'on peut mettre derrière cette expression, parce que franchement, je la déteste.
Ouais, puis au-delà de ça, c'est un animal qui fascine, comme s'il était un peu l'image de l'homme à l'état naturel. Tout à fait, ça me fait penser à la fameuse citation « L'homme est un loup pour l'homme ». Au passage, cette citation, qu'on attribue à Thomas Hobbes dans son livre de philosophie politique Léviathan, elle est originaire d'une œuvre comique d'un auteur romain Plaute. Mais utilisée par Hobbes, elle signifie qu'à l'état naturel, l'homme est son propre prédateur. Employer la figure du loup, c'est beaucoup plus marquant, parce qu'encore une fois, le loup c'est le chasseur parfait. Justement, dans son livre, Hobbes décrit l'utilisation de la politique et le rejet de la religion, ce qui est novateur au milieu du XVIIe, pour civiliser l'homme et l'empêcher de se comporter comme un loup. Alors, c'est intéressant, hein, mais on n'est pas là pour faire une disserte de philo. C'est vrai que je pars encore dans mon truc, mais je trouve que c'est quand même révélateur de l'image du loup. Une autre expression très connue, c'est qu'on dit d'une fille qu'elle a vu le loup. Là encore, c'est la figure de virilité, quelque chose de caché. À l'opposé, comme dans le mythe de la fondation de Rome, la louve, elle a l'image de l'animal nourricier, la mère aimante et protectrice. Donc en fait, si je résume, l'image du loup, c'est juste des stéréotypes de genre, puissance 1000. Un peu, ouais. Mais alors, comment on est passé de la vénération à cette image de tueur sans foi ni loi? Factuellement, y a déjà la rage, la maladie, pas faf. Du coup, sous couvert de raisons sanitaires, l'abattage des loups, c'était la norme. Mais au-delà de ça, je te le donne en mille, il y a ce bon vieux christianisme, encore lui, qui a aussi fait son œuvre. Le loup, c'est alors l'exact opposé de l'agneau blanc de Dieu, celui qui purifie les péchés. C'est donc la cruauté, le mal, le diable, bref, le loup et l'agneau de la fontaine. Du coup, à ce moment-là, il faut non seulement abattre le loup, mais en plus, il faut essayer de le ridiculiser, d'où le déguisement un peu nul du loup dans Le Petit Chaperon Rouge. Donc en gros, on l'a chassé et on a même cherché à le faire disparaître. À peu près, ouais. Alors certes, cette image, elle a changé depuis, le loup, il a récupéré ses lettres de noblesse dans l'imaginaire collectif et dans l'imagerie chrétienne, puisque les jeunes scouts s'appellent les louveteaux. Mais le fait est que oui, on a vraiment cherché à défoncer le loup pendant plusieurs siècles, juste parce que c'était l'incarnation du prédateur parfait, le super prédateur. Mais maintenant il est revenu, du coup c'est bon, non? Comme d'habitude, c'est pas si simple que ça. Le loup est présent un peu partout en Europe, notamment en Italie et en Espagne. La différence principale avec la France, c'est qu'il a toujours été présent là-bas, alors que nous, comme on l'a dit plus tôt, on a réussi à l'éradiquer pendant plusieurs décennies. On s'est habitué à vivre sans, que ça soit dans notre imaginaire collectif ou dans nos activités comme l'élevage. On a perdu cette vision des grands prédateurs en France. Par exemple, il est devenu normal et récurrent de laisser les animaux d'élevage seuls, sans clôture, pâturer tranquillement pendant des semaines en montagne. La mise en place de ce système aurait été impensable si des prédateurs avaient toujours été présents. C'est vrai que la présence des prédateurs, elle est récente en France, parce que les lynx ont été réintroduits dans le Jura, pareil pour les ours dans les Pyrénées, et le loup, il a fini par revenir de lui-même, mais ça reste très récent. Ouais, et du coup ça mène à pas mal de problèmes aujourd'hui. La question du loup et de l'élevage fait régulièrement polémique. Le loup est une espèce protégée à l'échelle européenne, mais le loup fait aussi des dégâts sur les troupeaux. Évidemment, c'est plus facile de taper un mouton qu'un bouquetin. D'ailleurs, ces épisodes de prédation atteignent leur pic à l'automne. Pour rappel, quand les jeunes de l'année participent à la chasse et quand les besoins alimentaires de la meute sont les plus hauts. Sinon, de manière générale, la majorité du régime alimentaire des loups en France se compose quand même d'animaux sauvages. Mais du coup, il y a des choses qui sont mises en place, non? Genre là, il y a un nouveau plan loup qui va sortir pour aider les éleveurs, non? Alors oui, il y a plein de choses de possibles. On peut déjà recevoir une indemnisation quand un animal a été prédaté par un loup. Ensuite, on a plusieurs solutions de protection. La mise en place de clôtures adaptées, le gardiennage des animaux avec des bergers, l'introduction de chiens de protection dans les troupeaux, ou encore le fait de rentrer les animaux en intérieur ou en parc extérieur électrifié pour la nuit. Il y a aussi d'autres possibilités, tirer les loups. Tirer? Attends, on a dit que c'était une espèce protégée. C'est vrai, malgré tout, c'est une espèce qui se porte bien et dont les effectifs sont en augmentation. On peut donc, d'un point de vue strictement légal, se permettre de tirer certains individus. Mais attention, ça se fait pas n'importe comment. Déjà, on peut faire ce qu'on appelle des tirs d'effarouchement. On tire des balles de gomme sur les loups qui s'approchent de trop d'un troupeau pour leur faire peur et qu'ils ne reviennent pas. C'est du conditionnement. Et dans le cas où plusieurs prédations sont avérées sur un élevage, il est possible de procéder à des tirs létaux. Là encore, dans la mesure du possible, on cherche à éliminer l'individu problématique. Celui qui, par exemple, enclenche la chasse sur le troupeau, celui qui pourrait apprendre aux autres que c'est plus facile de se servir dans ce grand garde-manger plutôt que de chasser en forêt. Et malgré tout ça, on s'en sort pas? Parce que moi, quand j'écoute la radio, c'est pas folichon les avis que j'entends sur la gestion du loup. Plusieurs camps s'opposent. Ceux qui sont pour le retour du loup et qui sont en faveur d'une cohabitation, sous réserve qu'on leur donne les moyens de s'adapter, et les anti-loups qui ne conçoivent pas le retour du prédateur. Mais pourtant, le loup, il a bien sa place en France, vu qu'il y était jusqu'à il y a pas si longtemps. J'imagine bien qu'on peut partir dans des débats philosophiques, mais bon, quand même, quoi. Comme tu le dis, c'est assez difficile de répondre à cette question de manière très objective. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que quoi qu'on fasse, à moins que le loup soit éradiqué de partout en Europe, il reviendra, vu qu'il est revenu naturellement d'Italie. Donc autant s'y faire et s'y adapter du mieux possible. Le problème étant que la mise en place de moyens de protection, ça coûte super cher. Ça demande aussi de changer le fonctionnement de l'élevage et ça prend du temps. Par exemple, élever un chien de protection, ça se fait pas en 3 semaines. Et c'est là que le bas blesse. Même si les plans loups successifs mettent de l'argent sur la table, c'est souvent pas suffisant. Et puis ils ne concernent que les zones où le loup est présent et ne permettent
permettent donc pas aux autres territoires de se préparer à son retour. En tout cas, pas avec des subventions pour les aider. Car oui, peut-être que bientôt le loup sera partout en France. Et enfin, un dernier point, le dernier plan loup ne dit rien sur les vaches, alors que depuis son retour dans le Jura, notamment, le loup attaque aussi les bovins. C'est toute une filière qui se retrouve sans aide. C'est un peu injuste, non ? En fait, le loup, c'est un sujet super vaste et super complexe. On pourrait en parler pendant des heures et peut-être qu'on n'aurait pas toutes les réponses. C'est fou de voir qu'un seul animal peut présenter une histoire, une symbolique et des enjeux si importants. Il a donné le meilleur ami de l'homme, il nous a suivis dans toute notre histoire, il a été porteur de messages positifs ou au contraire a souffert d'une image de prédateur sanguinaire, et aujourd'hui, il est encore au cœur de plein d'enjeux sociétaux. Alors c'est vrai qu'on s'est pas mal éloigné du sujet de Pokémon, mais soyons honnêtes, le loup est de manière surprenante très absent de l'ensemble du lore Pokémon. Et franchement, c'est à se demander pourquoi, c'est un des rares symboles culturels présents quasiment partout dans le monde. En vrai, on tenait surtout à parler de ce sujet parce qu'il est d'actualité et qu'il est témoin de toute une réflexion sur la biodiversité et les enjeux environnementaux actuels. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à donner votre avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour la sortie du nouvel épisode.